Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger un exercice d'induction électromagnétique. Alors l'exercice est le suivant, vous avez l'énoncé sous la vidéo. Donc on a une tige homogène de masse M qui est en liaison pivot parfaite autour d'un axe horizontal OZ. Cette tige est plongée dans un champ magnétique extérieur et l'extrémité A de la tige, ici, peut coulisser sur une piste circulaire qui maintient un contact électrique avec ici un condensateur de capacité C qui est relié ensuite à l'axe de la liaison pivot. Donc on a un circuit fermé, donc l'ensemble tige, fil électrique, condensateur, fil électrique constitue un circuit fermé. Alors la question de l'exercice est de calculer la pulsation des petites oscillations de ce pendule pesant. Alors, comme d'habitude pour un exercice de ce type, on va chercher une équation électrique, donc en appliquant une loi de l'électrocinétique, et puis une équation mécanique en appliquant un théorème mécanique, donc le PFD en général, ou bien ici le théorème du moment cinétique, puisqu'on est dans le cadre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors, on va commencer par chercher l'équation électrique. Donc l'équation électrique. Alors, le circuit électrique est le suivant. Donc, on a un circuit fermé avec un condensateur de capacité C. Alors, on nous dit dans l'exercice qu'on néglige la résistance de l'ensemble et on néglige également l'auto-induction. Donc, on ne va pas mettre de coefficient d'auto-induction, on ne va pas mettre d'inductance L. En revanche, évidemment, puisqu'on a un circuit mobile dans un champ magnétique, il va y avoir une force électromotrice d'induction, une force électromotrice de Faraday. Donc, j'oriente le circuit, c'est toujours très important de le faire dans un exercice d'induction. Donc, je vais orienter le circuit dans ce sens-là et on va rajouter une force électromotrice d'auto-induction, E, avec, d'après la loi de Faraday, E égale moins défi sur dt. Je rappelle qu'il faut orienter la flèche de cette force électromotrice en convention générateur. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai la flèche qui est dans le même sens que le courant I qui circule dans ce circuit. Alors, phi, c'est le flux électromagnétique, le flux magnétique, pardon, à travers le circuit. Donc c'est B scalaire S, le vecteur surface du circuit, puisque le champ magnétique est uniforme sur toute la surface du circuit. On peut écrire B scalaire S, tout simplement. Ce qui dépend du temps ici, c'est la surface du circuit. Le champ B est constant, comme je viens de le dire. Et puisque j'ai orienté le circuit, alors j'ai respecté l'orientation ici, hein, vous voyez, de l'énoncé. Donc j'ai un vecteur surface qui va être d'après la règle de la main droite. Je vous rappelle la règle de la main droite. Donc le vecteur surface va être dirigé vers nous, comme ceci. Donc le vecteur surface est dans le même sens que le champ magnétique. Donc le produit scalaire va faire simplement B fois S de t, avec donc la surface du circuit. Alors c'est là qu'il y a une petite difficulté, puisqu'on ne connaît pas. Donc la surface du circuit, c'est ça. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas cette surface précisément, puisqu'on ne sait pas dans quelle direction sont les fils électriques. En revanche, ce qu'on peut écrire, c'est que cette surface du circuit, ça va être égale à cette surface totale que je vais appeler S0. Donc ce que je vais appeler S0, c'est cette surface-là. Donc moins cette partie-là. Alors cette partie-là, c'est un secteur, donc c'est facile à exprimer. Et cette surface totale, donc ça va être S0, donc, qui est une inconnue, mais c'est une constante. Donc on va dériver ensuite dans la loi de Faraday, cette constante va disparaître, donc c'est pas très grave. Donc la surface totale S0 que j'ai coloriée en jaune ici, moins la surface du secteur. Alors je rappelle l'aire d'un secteur, si vous avez un secteur, hop, comme ceci, de rayon R
Et d'angle alpha, eh bien, l'aire de ce secteur, c'est r carré alpha sur 2. Donc ici, ça va nous faire l'aire du secteur que j'ai hachuré en vert à droite. Donc ça va être la longueur de la tige au carré, donc L carré, l'angle θ divisé par 2. Donc pour le flux magnétique, il n'y a plus qu'à multiplier par la norme du champ magnétique B, donc ça fait B S0 moins 1 demi de B L carré θ. Je dérive, enfin je rajoute un signe moins et je dérive pour avoir la force électromotrice induite, donc E égale moins la dérivée de ce flux magnétique, donc ça nous fait, donc BS0 c'est une constante, le moins devient un plus, et donc on arrive à 1 demi de B L carré θ. Donc l'équation électrique, elle va revenir à écrire la relation courant-tension pour le condensateur. Donc je vais donner un nom à la tension aux bornes du condensateur. Et si je fais une simple loi des mailles, je me rends compte que cette tension rouge aux bornes du condensateur que j'ai définie, en fait c'est simplement la tension E. Donc j'ai un condensateur qui est en convention récepteur. La relation courant-tension pour ce condensateur, ça va donc être I égale C dE sur dt, c'est-à-dire je remplace dE sur dt par la dérivée de la force électromotrice induite. Donc ça nous fait 1 demi de C B L carré θ point point. Notre équation électrique. Il nous faut maintenant une équation mécanique. Alors, quelles sont les forces qui s'exercent sur cette tige? Alors, on a un couple pivot au niveau de cet axe OZ, mais ce couple pivot est supposé parfait. On va avoir le poids de la tige qui s'exerce au centre de gravité. Comme la tige est homogène d'après l'énoncé, le centre de gravité G, il est au milieu de la tige, donc on a le poids comme ceci. Et puis, on a la force de la place. Donc, cette force de la place, il faut la calculer. Alors, elle va s'appliquer en quel point? D'après les symétries du dispositif, elle va s'appliquer au centre de la tige, donc en G. Il faut l'exprimer, cette force de la place. Donc, c'est parti. La force de la place, donc, ça va être l'intégrale. Donc, j'intègre dans le sens choisi pour l'orientation du circuit. Donc j'intègre de O à A, de I dl vectoriel B, puisque le courant I est homogène, est uniforme sur toute la tige, et le champ magnétique aussi, on peut les sortir de l'intégrale, et donc ça nous fait I intégrale de O à A de dl et vectoriel B, ce qui nous fait donc simplement I vecteur OA, produit vectoriel B. On peut calculer ce produit vectoriel. Alors je vais exprimer le vecteur OA dans la base cylindrique, UR, Uθ, UZ. Donc le vecteur OA, c'est simplement LUR, avec L la longueur de la tige. L, 0, 0. Je précise que je suis dans la base cylindrique. Vectoriel B. Et le vecteur B, le vecteur champ magnétique, c'est BUZ. Donc ça fait 0, 0, B dans la base cylindrique. Et si je calcule ce produit vectoriel, ça nous fait tout simplement moins ILB Uθ. Donc la force de la place, elle est suivant Uθ ou bien suivant moins Uθ, ça dépend du signe de I, et le signe de I dépend du signe de θ point point, donc ça dépend si θ point point est positif ou négatif, c'est-à-dire ça dépend si θ point augmente ou diminue, c'est-à-dire ça dépend si la vitesse angulaire augmente ou diminue. Donc suivant la phase du mouvement, on peut avoir un I qui est positif ou négatif, donc une force de la place qui est soit suivant plus Uθ, soit suivant moins Uθ, et c'est ça qui va poser quelques difficultés dans la suite. Alors on va commencer d'abord par calculer le moment du poids, c'est le plus simple, puisque le poids il est toujours vertical vers le bas, il n'a pas une direction qui change comme la force de la place. Donc le moment du poids, ça va être tout simplement, si je dessine le bras de levier,
Donc, je prolonge la droite d'action de la force et je rappelle que le bras de levier, c'est la distance entre la droite d'action de la force et l'axe en question. L'axe en question, on calcule le moment du poids par rapport à l'axe de rotation, donc par rapport à l'axe OZ. Donc le bras de levier, c'est cette distance-là. Et cette distance que je viens de noter en marron, eh bien, c'est tout simplement L sur 2 sinus θ. Donc le bras de levier, le moment du poids par rapport à l'axe OZ, ça va être, donc, alors, plus ou moins la norme du poids fois ce bras de levier qui est, je viens de le dire, L sur 2 sinus θ. Alors, quel signe il faut choisir? Eh bien, le poids a tendance à faire tourner la tige dans le sens indirect, puisque si j'imagine une ficelle accrochée en G, je tire dans le sens du poids, eh bien, la tige va tourner dans ce sens-là. Ce sens-là, c'est le sens horaire. Le sens horaire, c'est le sens indirect, puisque l'axe des Z pointe vers nous. Je rappelle, encore une fois, règle de la main droite. Donc, on choisit un signe moins. Donc, ça fait moins. La norme du poids, c'est mg. L sur 2 sinus θ. Alors, on arrive ensuite à le moment de la force de la place, toujours par rapport à l'axe OZ. Donc, ça va être plus ou moins la norme de la force de la place fois le bras de levier de la force de la place. Alors, cette force de la place, dans les deux cas, que la force de la place soit suivant plus uθ, ou bien que la force de la place soit suivant moins uθ, dans les deux cas, le bras de levier de cette force, c'est la distance entre la droite d'action qui est la même dans les deux cas, et l'axe de rotation OZ. Donc c'est cette distance-là, et cette distance-là, c'est tout simplement L sur 2. Donc le bras de levier, L sur 2, c'est pas lui qui va nous causer souci. Donc plus ou moins, je vais laisser le plus ou moins, on va se poser la question ensuite de quel signe il faut garder. C'est un petit peu la difficulté de cet exercice ici. Alors la norme de la force de la place, eh bien c'est la norme de moins I, L, B, uθ. Fois donc le bras de levier L sur 2. Alors là, on va discriminer deux cas, on va regarder ce qui se passe si I est positif, donc c'est-à-dire la force de la place qui va être, alors je regarde la force de la place qu'on a trouvée, c'était moins ILB uθ, donc si I est positif, la force de la place est suivant moins uθ, et puis on va faire l'autre cas. Ensuite, si le courant I est négatif, donc si la force de la place est suivant plus uθ. Alors, on commence par le cas où I est positif. Donc dans ce cas-là, si I est positif, la force de la place est suivant moins uθ. Donc je vais garder sur mon schéma uniquement la force de la place suivant moins uθ, donc c'est cette force-là. Alors, dans ce cas-là, la force de la place a tendance à faire tourner la tige dans le sens horaire, c'est donc le sens indirect par rapport à l'axe OZ, donc il faut garder un signe moins. Donc le moment par rapport à l'axe DZ de la force de la place. Donc comme je viens de le dire, je garde un signe moins, donc moins fois la norme de la force, ILB, moins ILB, uθ, fois L sur 2. Alors, la norme de la force de la place, c'est la valeur absolue de I, L et B sont positifs, donc fois L sur 2. Et comme on a dit que I était positif, bien la valeur absolue de I, c'est I. Donc ça nous fait moins 1 demi de L carré B fois I. Maintenant, dans le cas où la force de la place est suivant plus uθ, c'est-à-dire dans le cas où le courant I est négatif. Donc je vais dessiner une force de la place suivant plus uθ.
La force de la place a tendance à faire tourner la tige dans le sens anti-horaire. Ça correspond au sens direct pour l'axe des Z. Donc, il faut garder le signe plus dans l'expression du moment. Donc, le moment par rapport à l'axe des Z de la force de la place, dans ce cas-là, c'est plus la norme de la force, donc la norme de moins ILB Uθ fois L sur 2. Mais comme le courant I est négatif, donc ça nous fait alors valeur absolue de I LB, L sur 2, et comme je le disais, comme le courant I est négatif, la valeur absolue de I c'est moins I, donc ça nous fait moins 1 demi de LB I carré. Et donc finalement, dans les deux cas, eh bien, c'est le signe moins qu'il faut garder. Donc heureusement, on a la même chose dans les deux cas. Et donc si j'applique le théorème du moment cinétique à la tige, dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen, le temps de l'expérience, eh bien, ça va nous faire tout simplement J θ donc ça c'est la dérivée du moment cinétique de la tige. Je rappelle que le moment cinétique de la tige c'est J oméga, J θ point, je le dérive par rapport au temps, donc ça fait J θ point, est égal à la somme des moments des actions extérieures. Donc on a le moment du poids qu'on a calculé précédemment, donc moins 1 demi, il est en haut de la page, en haut de l'écran, moins 1 demi de MGL sinus θ. On a le moment de la force de la place qu'on vient de calculer, moins 1 demi de L carré B I. Et puis il y a le couple de la liaison pivot, mais ce couple vaut 0 car la liaison pivot est supposée parfaite. Alors, il n'y reste plus qu'à faire disparaître I. Donc ça, pardon, excusez-moi, c'est mon équation mécanique. Encadré. Donc voilà l'équation mécanique. Et eh bien, je n'ai plus qu'à faire disparaître I avec ces deux équations, l'équation électrique. Donc on a I qui vaut mon 1 demi de CB L carré θ point point. Je vais remplacer I dans cette équation mécanique. Donc ça nous fait J θ point point égale moins 1 demi de MGL sin θ moins 1 demi de L carré BI, et je viens de dire que I c'était, je ne me souviens déjà plus, 1 demi de CB L carré θ point point. Donc fois 1 demi de CB L carré θ point point. On peut remplacer J par 1 tiers de ML carré, c'est le moment d'inertie d'une tige par rapport à un axe qui passe par son extrémité. C'était une donnée de l'énoncé. Donc 1 tiers de M L carré θ point point. Je vais faire passer de l'autre côté du signe égal le terme ici qui est en θ point point. Donc plus 1 quart de CB carré L à la puissance 4 égale, et il nous reste de l'autre côté du signe égal, alors je vais plutôt le passer lui aussi du même côté du signe égal, donc plus 1 demi de MGL sin θ, et comme on cherche les petites oscillations de la tige, θ reste très petit devant un radian, donc on peut utiliser le développement limité de sin θ à l'ordre 1, donc sin θ à l'ordre 1 c'est θ égale 0, et donc voilà notre équation différentielle du mouvement. J'ai oublié θ point point ici. Tac. Donc nous avons θ point point plus oméga 0 carré θ égale 0. Donc c'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique avec oméga 0, donc par identification, qui vaut racine de 1 demi de MGL sur alors, nous avons 1 tiers de ML carré plus 1 quart de C B carré L
puissance 4. On peut simplifier par L, donc là on aura L à la puissance 3, et on trouve la pulsation propre qui était donnée dans l'énoncé qu'on devait trouver. Donc on a bien oméga 0 égale racine de 1 demi de mg divisé par 1 tiers de ml plus 1 quart de cb carré L à la puissance 3. Voilà, merci pour votre attention. Au revoir.